Et oui, il n'y a pas d'euro ni d'Europe sans la France, c'est bien dit, c'est presque un aphorisme. Ce que je voulais tout de même vous poser donc à titre de deuxième question relève bien sûr de la politique économique qui devrait être suivie. En tout cas, on n'est pas dans le secret de Dieu, mais on se pose beaucoup de questions par le nouveau président de la République. Or, il se trouve qu'il n'a pas de programme à proprement parler. En fait, on n'en a déniché aucun. Et en fait, il arbore un beau sourire, comme si de rien n'était. On se pose tous un peu la question, donc à quoi est-ce que ça rime, d'autant plus que M. Jean-Paul Juncker donc à titre du président de la Commission européenne, enfin du Conseil de l'Europe plus exactement, a dit à la France qu'il devrait réviser ses dépenses avec 50 milliards de déficit. On vous demande un peu ce que vous pensez de la nouvelle politique économique. Est-ce que vous pourriez nous le présenter, Charles Sanin, d'Emmanuel Macron, cela s'entend? Alors, pour le moment, la nouvelle politique économique d'Emmanuel Macron n'est pas fondamentalement définie. On connaît quelques grandes orientations et ces grandes orientations sont totalement prévisibles. La première grande orientation, elle est évidemment européenne et européiste. Donc Emmanuel Macron, c'est la continuité de la construction européenne, c'est la continuité des institutions européennes et c'est la continuité, je dirais, de la Troïka, ce qu'on appelle un petit peu le programme de la Troïka, mais c'est la Banque Centrale Européenne, c'est la politique d'austérité, c'est une des maîtrises de dépenses, c'est l'attaque en règle du droit social, c'est la flexibilisation du marché, bref, c'est toute la politique libérale, néolibérale, qui est exigée par l'Europe et par les instances européennes, et qui est exigée par ces instances-là à l'égard de tous les pays européens. Ce qui se passe en Grèce, c'est évidemment, préfigure évidemment ce qui va se passer à peu près partout en Europe. L'idée est bien de libéraliser, de détricoter le code du travail, de détricoter les protections sociales. Pourquoi? Eh bien, pour rendre plus compétitif, entre guillemets, hein, parce que ça c'est ce qu'on vous explique, la réalité c'est que ça ne nous rendra pas plus compétitifs, puisque la compétitivité, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de totalement relatif. C'est pas quelque chose de figé, la compétitivité. Si vous-même, mon cher Alexandre, vous baissez votre salaire de 50%, si moi je le baisse que de 25%, je ne serai pas plus compétitif, puisque la compétitivité est bien relative par rapport aux autres. De la même manière, si moi je baisse mon salaire, je le divise par 2, et que vous ne le divisez vous ne lui supprimez qu'un tiers, à ce moment-là, vous aurez eu beau faire un effort de compétitivité, je resterai tout de même plus compétitif que vous. Donc, tout cela est totalement en soi économiquement mensonger. La réalité, c'est qu'on veut rendre le coût du travail moins cher, on veut flexibiliser au maximum le marché du travail avec un seul objectif qui est de diminuer les coûts pour les grandes multinationales et donc augmenter les profits, encore une fois, de ces grandes entreprises parce qu'on est dans un système que moi je qualifie de totalitarisme marchand et donc aujourd'hui c'est la dictature des grands groupes. Et donc le dictat des grands groupes, c'est que les gens, vous, moi, tout le monde, nous devons baisser nos salaires, baisser nos protections afin uniquement de garantir leurs profits, leurs bénéfices. Bien, on vous le rend bien, puisque je n'ai pas d'autres mots à la bouche, si je peux dire, je n'en trouve aucun en tout cas. Mais bon, enfin, je voulais aussi vous présenter le point de vue, qui n'est point caché d'ailleurs, de Valérie Bugeaud, qui est une de vos collègues, si je puis dire. Elle a aussi travaillé dans le système bancaire français, mais tout en étant juriste. Et donc, d'après elle, il s'agirait d'une sorte de, je dirais bien, de complot, de cabale internationale et visant les peuples européens parce qu'en fait, cela ne nous mène nulle part. Et bon, je voulais juste vous demander si vous adhérez à cette théorie, je ne dis pas de complot parce que c'est un peu péjoratif tout de même, mais donc tout de même de cette entente cordiale qui régnerait donc au niveau des gros bonnets de l'économie internationale, donc au détriment un peu donc du peuple français, de tous les peuples européens. Qu'en dites-vous, Charles Sanin? Alors vous savez, dans la notion de théorie du complot, un complot par définition, c'est quelque chose de caché. C'est quelque chose de secret. Là, il n'y a aucun complot ni caché ni secret. Tout ce dont nous parlons, vous comme moi, et que nous sommes en train de discuter, est parfaitement connu, n'est absolument pas caché, se fait aux yeux et au su de tout le monde. Et évidemment, à mon sens, il n'y a absolument
aucun complot et aucune théorie du complot, il y a simplement une théorie d'intérêt partagé bien compris. Alors, c'est quoi les intérêts partagés bien compris? C'est que, évidemment, toutes les grandes entreprises qui se retrouvent à Davos avec tous les grands argentiers, tous les grands dirigeants politiques et économiques, et ils se rencontrent au Forum économique mondial, et ils se rencontrent lors des G20, et ils se rencontrent, bref, tous ces gens-là se connaissent parfaitement. Ils partagent beaucoup plus, ils ont, si vous voulez, 3 milliardaires, un milliardaire indien, un milliardaire saoudien et un milliardaire américain ont bien plus de points en commun entre eux qu'ils n'en ont avec chacun le smicard qu'ils ont dans leur pays. Donc, les intérêts communs qu'ils ont entre eux sont évidents. Ils ont tous des intérêts qui sont communs. Ils ont tous intérêt à ce que les États, qui sont évidemment des contre-pouvoirs importants à leurs entreprises, soient réduits au maximum dans leur indépendance et dans leur capacité de décision. Plus vous avez des États, moins vous avez des États forts, pardon, plus vous avez des entreprises qui peuvent avoir une extension sans limite et sans frein. Donc, ça, c'est pas un complot, c'est juste des intérêts qui sont parfaitement communs. Et donc, quand vous êtes un mondialiste, vous n'avez qu'une seule idée en tête, supprimer les contre-pouvoirs qui empêchent l'extension de vos entreprises. Et ces contre-pouvoirs qui empêchent l'extension des entreprises, c'est lesquels? Ce sont les peuples, qui sont représentés par les États. Ce sont les peuples et les travailleurs qui sont représentés par les syndicats. C'est la justice, qu'il est une justice publique qu'on va chercher à remplacer par une justice privée d'arbitrage, etc., etc. Mais tout ça, vous avez là-dedans aucun complot. Vous avez que du bon sens. Si demain je suis milliardaire à la tête d'une immense multinationale, je vais tout faire pour essayer de favoriser les intérêts qui sont les miens, à savoir mes intérêts de milliardaire et mes intérêts de patron de grandes multinationales. Donc je vais essayer d'écraser les frontières, je vais essayer de favoriser un libre-échange mondial, je vais essayer de favoriser l'interdiction des syndicats, et je vais aussi essayer de favoriser l'interdiction d'une justice indépendante et publique au profit d'une justice privée que je vais pouvoir maîtriser. Et à partir de ce moment-là, vous comprenez bien que vous n'avez pas de complot, mais vous avez des intérêts bien compris. La notion de complot, c'est un terme qui est utilisé pour faire taire les détracteurs et ceux qui dénoncent justement le développement d'une idéologie mortifère pour l'économie mondiale et pour les peuples. Quel serait votre pronostic pour l'avenir de l'Europe? En fait, la question n'est pas si anodine que ça, parce qu'il y a beaucoup d'analystes à partir même du Japon. Là, j'ai bouquiné un peu, et puis bon, j'ai regardé à gauche à droite, des analyses qui datent parfois d'un an, voire plus, même des livres très sérieux, des ouvrages économiques qui ont paru, sur la non-viabilité, si je puis dire, du projet européen qui a été conçu, je n'utilise même pas le conditionnel, par Jean Monnet le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui serait un projet mort-né. Qu'en dites-vous, Charles Sana? On vous écoute. Alors, d'un point de vue purement technique, il y a une analogie assez brillante qui a été faite par un de vos concitoyens, Orlov, sur l'Union européenne et l'URSS, qui sont ces deux structures, des structures super-étatiques, des superstructures super-étatiques. L'URSS n'a pas fonctionné, elle s'est effondrée, et pour fonctionner, l'URSS se devait d'être totalitaire pour fonctionner techniquement. Et donc, nous observons exactement le même cheminement sur l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne est en train, pour se survivre, pour poursuivre son existence même, elle a besoin de devenir autoritaire. Et quand un système devient autoritaire, il finit par devenir dictatorial. Et donc, un régime autoritaire qui devient dictatorial, il perd forcément toute légitimité, et à partir du moment où il a perdu toute légitimité, il finit par s'effondrer. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si l'Europe survit, au mieux, elle deviendra autoritaire. Si elle ne devient pas autoritaire, alors elle s'effondrera. Et dans tous les cas, au bout du chemin de l'autorité, se trouvera également l'effondrement parce qu'elle sera devenue dictatoriale. Donc, en gros, l'Europe
dans sa configuration actuelle, n'a aucun avenir. Elle n'a aucun avenir à plus ou moins longue échéance. L'Europe peut certainement continuer comme ça pendant 10 ou 20 ans, en devenant de plus en plus autoritaire, en faisant sa propre police, en faisant son propre corps de garde-frontières, en envoyant des CRS français taper sur des Grecs, tandis que des CRS grecs viendront taper sur des citoyens français. Tout ça, je suis persuadé que l'Europe aura toutes les bonnes idées pour maintenir son existence, et l'Europe va aller jusqu'au bout de sa logique européenne et de construction européenne. Et donc ça impliquera d'écraser le peuple. Il faut bien comprendre que pour que l'Europe puisse aller au bout de sa logique de construction européenne et qu'elle puisse créer un État fédéral, il ne pourra pas y avoir d'émergence d'État fédéral sans l'anéantissement des nations et des peuples. Oui. Et donc il n'y aura pas d'anéantissement des nations et des peuples sans résistance de ces nations et de ces peuples. Et si vous avez une résistance de ces nations ou de ces peuples, l'Europe devra accepter, l'Europe devra faire un choix. Et son choix sera soit d'écraser les peuples et les nations dans la violence, donc devenir autoritaire et dictatorial, soit d'accepter de disparaître. Or, pour que l'euro, par exemple, ou l'Europe soit techniquement viable, il faut que l'Europe aille vers du fédéralisme. Et donc, en allant vers du fédéralisme, on en revient à ce que je vous disais, soit on écrase les peuples, soit on respecte les peuples, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Voilà, voilà exactement l'enjeu que nous avons à vivre, nous, aujourd'hui, de l'avenir de la construction européenne. Il se situe là, l'enjeu, avec les peuples ou sans les peuples, contre les peuples ou pas contre les peuples.